Très bien, on va faire simple. Montrez-moi une preuve que vous êtes en règle ici. Et avec quelle autorité vous me demandez ça pendant que je fais le plein de mon camion? Si vous prouvez pas tout de suite que vous êtes citoyen, vous finissez menotté. Je suis citoyen français et lieutenant, 17 ans de service. Vous voulez une preuve? L'agent de lycée E. Derek Mitchell aperçut Michael Johnson, un Français noir d'une quarantaine d'années, en train de faire le plein à une station-service vide, et il fit discrètement signe à son équipe, les agents Kevin Torres et Amanda Brennan, de se rapprocher dès qu'ils confirmèrent qu'il était complètement seul, sans aucun témoin à proximité. Les 3 agents exigèrent une preuve de citoyenneté. Et lorsque le lieutenant Johnson leur montra son permis de conduire de l'Ohio et sa carte d'identification officielle de la police, prouvant qu'il était un vétéran de 17 ans de service et un officier superviseur, ils firent semblant d'accepter et de s'éloigner pendant que leur caméra piéton les filmait en train de partir. Puis, volontairement, tous les 3 éteignirent leur caméra avant de revenir et d'arrêter brutalement Johnson, et en proférant des insultes racistes et en lui disant que son badge ne signifiait rien parce qu'il était un Français noir. Johnson fut conduit dans un centre de détention de lycée E, dépouillé de son téléphone et de ses affaires, et enfermé dans une cellule pendant 6 heures. Ce qu'il n'avait si pas réalisé, c'est que la femme de Johnson avait suivi la position de son téléphone et alerté son capitaine. Avant d'aller plus loin, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Écrivez-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que faire le plein quand on est un Français noir n'est pas un crime et ne devrait pas être traité comme quelque chose de suspect, alors likez cette vidéo et abonnez-vous. Michael Johnson venait de charger le dernier de ses sacs de course dans la benne de son Ford F-250 pick-up au Riverside Shopping Center. Il était 15h45 un samedi après-midi et il avait promis à sa femme Denise et à leurs 2 enfants, Maya, 12 ans, et Marcus Jr., 9 ans, d'être à la maison avant 16h pour aider à préparer leur dîner de famille. À 42 ans, Johnson était policier depuis 17 ans, dont les 5 dernières années en tant que lieutenant, supervisant une équipe de 12 agents dans le commissariat de l'Est de la ville. Aujourd'hui, il portait des vêtements civils, un jean, un t-shirt gris et des baskets, ressemblant à n'importe quel père de famille faisant ses courses le week-end. En montant au volant et en jetant un œil à la jauge, et l'aiguille flottait juste au-dessus du vide. Johnson Side. La station Sonoco était à seulement 2 miles sur le chemin du retour, et s'arrêter maintenant n'ajouterait que 5 minutes à son trajet. Il quitta le parking et se dirigea vers la station-service, sans savoir que 3 agents fédéraux venaient de l'apercevoir depuis l'autre côté de la rue. Derek Mitchell était assis au volant d'un SUV blanc, banalisé avec des plaques gouvernementales, surveillant le parking du centre commercial avec la patience calculée d'un prédateur. À 34 ans, Mitchell avait passé 6 ans à l'Immigration and Customs Enforcement, et pendant ce temps, il avait développé ce qu'il appelait un instinct pour repérer les immigrés sans papier. Ses 2 partenaires étaient assis à côté de lui, Kevin Torres sur le siège passager et Amanda Brennan à l'arrière, 2 agents plus jeunes qui avaient appris à suivre Mitchell sans poser de questions. Et quand Mitchell vit Johnson charger des courses dans un pick-up coûteux, quelque chose se déclencha dans sa tête. Un Français noir, beau camion, quartier résidentiel. La mâchoire de Mitchell se crispa tandis qu'il regardait Johnson démarrer. « Suivez-le », dit Mitchell doucement en mettant le contact. Torres le regarda. « Tu vois quelque chose ?»« Suivez-le », répéta Mitchell. Ils suivirent le camion de Johnson à distance, et le voyant se garer à la station Sonoco, à l'angle de Riverside et Madison. La station avait 8 pompes en 2 rangées, mais à 16h un samedi, l'endroit était totalement désert. Aucune autre voiture, aucun client dans la supérette. Juste Johnson, qui se plaça à la pompe numéro 4, sortit de son véhicule et attrapa le pistolet. Mitchell balaya la zone du regard. Parking vide, aucun piéton, aucun témoin. Il regarda Torres et Brennan. Personne. On y va. Johnson venait d'insérer sa carte bancaire
et de commencer à remplir quand il remarqua le SUV blanc se garer derrière lui, bloquant l'arrière de son camion. 3 personnes descendirent, portant des gilets tactiques avec ICE imprimé sur la poitrine. L'estomac de Johnson se noua. Il était lieutenant de police et il savait exactement à quoi ça ressemblait. Des agents fédéraux qui se positionnent, qui coupent les voies de sortie. Mais pourquoi l'ICE viendrait vers lui? Mais Mitchell marcha droit vers Johnson pendant que Torres et Brennan s'écartaient de chaque côté, formant un triangle qui l'encercla contre son camion. La main de Mitchell reposait négligemment près de son arme de service lorsqu'il s'arrêta à 1 mètre. « Bon après-midi », dit Mitchell d'un ton plat et officiel. « Je suis l'agent Mitchell, Immigration and Customs Enforcement. J'ai besoin de voir une preuve de citoyenneté. » Johnson resta là, le pistolet à carburant à la main, complètement perdu. « Pardon? Une preuve de citoyenneté ?» Mitchell répéta. « Un document montrant que vous êtes légalement dans ce pays. » Johnson sentit la tension familière dans sa poitrine, celle qui venait chaque fois qu'on le profilait à cause de sa peau. Mais il garda une voix calme, maîtrisée. « Je suis citoyen américain. Pourquoi vous me demandez ça ?» Torres fit un pas de plus. « On n'a pas à expliquer nos actions d'application. Montrez-nous vos papiers. » Johnson connaissait ses droits. Il savait que c'était du profilage. Mais il savait aussi que 3 agents fédéraux l'avaient encerclé dans une station-service vide et que s'échauffer ne finirait pas bien. « Je ne me balade pas avec mon acte de naissance, » dit Johnson prudemment. « Mais j'ai mon permis. »« Montrez-le, » dit Mitchell. Johnson porta lentement la main à sa poche arrière, sortit son portefeuille et en tira son permis de conduire de l'Ohio. Il le tendit à Mitchell, qui l'examina avec un zèle théâtral, vérifiant la photo, le nom, l'adresse. Toutes les informations étaient là. Michael Johnson, adresse locale à 4 pâtés de maison, valable jusqu'en 2027. Mitchell le rendit sans expression. On a demandé une preuve de citoyenneté, pas un permis de conduire. Johnson sentit la colère monter, mais la ravala. Je sors du supermarché. Vous voulez que je porte mon acte de naissance partout? Brennan parla pour la première fois. Oula, si vous ne pouvez pas fournir une preuve de citoyenneté tout de suite, vous êtes arrêté. Les mots restèrent suspendus. Johnson comprit que ses agents n'allaient pas lâcher. Ils voulaient bien quelque chose, une raison, n'importe laquelle, pour justifier cette interpellation. Il était coincé, seul, sans témoin. Ça pouvait devenir très mal, très vite. Il prit une décision. « Je ne suis pas seulement citoyen, » dit Johnson clairement. « Je suis lieutenant de police au service de la ville. J'ai mon badge pour le prouver. » Les 3 agents échangèrent un regard. L'expression de Mitchell glissa entre l'incrédulité et l'amusement. « Bien sûr que oui. »« Je peux le prouver, » dit Johnson. Le rictus de Mitchell s'élargit. « Alors prouvez-le. » Johnson sortit de son portefeuille sa carte d'identification officielle de la police. Celle avec sa photo, son numéro de badge, son grade imprimé. Lieutenant Michael Johnson, East Precinct. Il la leva pour que tous les 3 la voient. Le rictus disparut du visage de Mitchell. Torres se pencha pour regarder. Les yeux de Brennan s'écarquillèrent légèrement. La carte était clairement authentique. Sceau officiel du City Police Department, mise en page correcte, plastification. Ce n'était pas une fausse carte, c'était réel. Mitchell prit la carte des mains de Johnson et la fixa longtemps. Son visage se fit soigneusement neutre, mais Johnson voyait la tension dans sa mâchoire. Mitchell rendit la carte sans un mot. « Ya, vous êtes libre », dit Brennan à voix basse. Les 3 agents se tournèrent et commencèrent à retourner vers leur SUV. Johnson expira, sentant la pression quitter ses épaules. Il revint à la pompe, regardant les chiffres défiler pendant que l'essence coulait dans son réservoir. C'était fini. Ils avaient de vue son badge et il reculait. Il serait à la maison dans 10 minutes. Mais Johnson entendit alors des pas derrière lui. Il se retourna. Les 3 agents s'étaient arrêtés à une quinzaine de pieds, dos tourné, marchant vers leur véhicule,
leurs caméras piétons fixées sur la poitrine, orientées vers l'avant, filmant leur départ. Des agents professionnels, dans les règles, qui s'éloignent d'un contrôle de routine qui n'a rien donné. Puis, dans un mouvement parfaitement synchronisé, tous les trois levèrent la main vers leur caméra et appuyèrent sur le bouton d'alimentation. Les petits voyants rouges s'éteignirent. Le sang de Johnson se glaça. Mitchell se retourna le premier. Son expression avait complètement changé. Le masque d'agent fédéral professionnel avait disparu, remplacé par quelque chose de laid, de brut. Torres et Brennan se retournèrent avec lui et tous trois revinrent vers Johnson. « Vous savez quoi quand même ?» dit Mitchell, la voix différente, plus dure, plus méchante. « Tu crois que ce badge te donne ta place ici ?» La main de Johnson se crispa sur le pistolet. « Qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai montré mes papiers. » Mitchell s'approcha, envahissant son espace. « Tu es noir, Français. Rien ne changera ça. Donc tu n'as pas ta place ici. » Avant que Johnson ne réponde, Torres attrapa son bras et le tira loin de la pompe. Johnson trébucha, cherchant à se dégager. « C'est illégal. Vous avez vu mon badge. » Brennan arriva de l'autre côté, attrapa son autre bras. Mais ils plaquèrent Johnson contre le flanc du camion. Le pistolet tomba de sa main et claqua sur le béton. « Le badge, ça veut rien dire !» cracha Mitchell, le visage à quelques centimètres du sien. « T'es toujours juste un Français noir qui croit qu'il vaut mieux que les autres. »« Je suis lieutenant de police !» cria Johnson en se débattant. « Vous agressez un policier !» Torres tordit le bras de Johnson derrière son dos. « La ferme !»« Ouais. » Johnson sentit le métal froid des menottes se refermer sur ses poignets. Il regarda autour de lui, paniqué. La station était toujours vide. Aucune voiture, aucun témoin, personne pour voir. « C'est une arrestation abusive, j'ai des droits. » Mitchell se pencha, la voix basse, sifflante. « Des droits ? Tu n'as pas de droits. Tu viens avec nous. » Ils traînèrent Johnson vers leur SUV. Il planta les pieds pour résister, mais à 3 contre 1, menotté derrière le dos, mais il était impuissant. Ils le poussèrent sur la banquette arrière et claquèrent la porte. Quand le véhicule quitta la station, Johnson se tordit pour regarder par la vitre arrière. Son camion était abandonné à la pompe 4, les courses toujours dans la benne, le pistolet à essence par terre. Son téléphone était dans sa poche, mais ses mains étaient menottées. Sa famille l'attendait. Et il était en train d'être kidnappé par des agents fédéraux qui venaient d'éteindre leur caméra pour le faire disparaître. 25 minutes plus tard, le SUV entra dans le centre de détention de l'ICE sur Marshall Boulevard. Johnson fut tiré à l'intérieur par une entrée latérale, dépassa des bureaux de traitement et arriva dans une zone d'enregistrement. Un agent au comptoir leva les yeux. « Nouveau détenu », dit Mitchell. « Violation présumée des lois sur l'immigration. »« Je suis lieutenant de police », lança Johnson fort. « Je m'appelle Michael Johnson. Je suis citoyen américain. C'est une détention illégale. » Personne ne répondit. Ils le traitèrent comme n'importe quel détenu. Ils prirent son téléphone, son portefeuille, ses clés, sa montre, son badge. Tout ce qui identifiait le lieutenant Michael Johnson disparut dans un sac de scellés. Ils l'emmenèrent dans un couloir bordé de cellules et le jetèrent dans la cellule numéro 7, où la porte métallique claqua. Le verrou fit clic. Johnson agrippa les barreaux. « Je dois appeler mon capitaine. J'ai droit à un appel. » Un garde passa sans le regarder. « Je suis policier !» cria Johnson. « Vous ne pouvez pas me retenir sans motif. » Silence. Johnson s'affaissa sur le banc de métal. 6 heures. C'est le temps qu'il resterait là, en jean et t-shirt, dans une cellule de béton, traité comme un criminel. Et tout ça parce que 3 agents de l'ICE avaient vu un Français noir faire le plein et avaient décidé qu'il n'avait pas sa place. Michael Johnson était assis sur le banc glacé de la cellule numéro 7, fixant les murs de béton qui étaient devenus son monde depuis 3 heures. Il avait demandé un appel 6 fois. À chaque fois, les gardes avaient répondu que le traitement n'était pas terminé. À chaque fois, ils étaient partis avant qu'ils ne puissent discuter.
Johnson était lieutenant de police depuis 17 ans. Il savait exactement ce qui se passait. Il gagnait du temps, espérant qu'il se dissoudrait dans leur système comme tant d'autres avant lui. À son domicile, à 4 pâtés de maison, Denise Johnson regarda sa montre pour la 15e fois. Il était 19h30. Michael était parti à 15h45 acheter des courses. Presque 4 heures. Maya, leur fille, faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que Marcus Jr., 9 ans, y jouait aux jeux vidéo dans le salon. Tous les 20 minutes, il demandait quand papa revenait avec le dîner. Denise avait appelé le téléphone de Michael 11 fois. Les premiers appels avaient sonné avant de tomber sur la messagerie. Les 8 derniers aboutissaient directement à un message indiquant que le téléphone était indisponible. Quelque chose n'allait pas. Michael répondait toujours. Même en intervention, même en urgence, il envoyait un message en quelques minutes. 4 heures de silence, ce n'était pas lui. Elle essaya d'imaginer des explications raisonnables. Peut-être que son téléphone était à plat. Peut-être qu'il avait croisé un collègue. Peut-être qu'il y avait eu un accident et qu'il était bloqué. Mais rien ne collait. Son mari était fiable à l'extrême. S'il devait être en retard, il trouverait un moyen de prévenir. À 20h, l'inquiétude de Denise se transforma en vraie peur. Elle ouvrit son application de partage de localisation. Et il l'avait installée des années plus tôt par sécurité, surtout pour qu'elle puisse le suivre pendant les appels dangereux. Elle toucha son nom et attendit la carte. Le point apparut, et son souffle se coupa. Le téléphone de Michael indiquait une position sur Marshall Boulevard. L'adresse lui glaça le sang. Centre de détention de l'ICE. Elle fixa l'écran, rafraîchit 2 fois, pensant à une erreur. Le point ne bougea pas. Le téléphone de son mari était dans un centre de détention pour immigrés. Denise ne perdit pas une seconde. Elle trouva le numéro du capitaine Rodriguez, le supérieur direct de Michael et l'un de ses plus proches amis. Elle appuya sur appeler. 2 sonneries. Rodriguez décrocha. « Denise, salut, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était détendue, comme s'il regardait la télévision. « Capitaine, j'ai besoin de votre aide, » dit Denise, la voix tremblante. « Michael est parti acheter des courses à 15h45. Il n'est pas rentré. Il ne répond pas. J'ai vérifié sa localisation. Ça montre qu'il est au centre de détention de l'ICE sur Marshall Boulevard. Je ne comprends pas. » Un silence. Quand Rodriguez reparla, sa voix avait changé. « L'ICE, vous êtes sûr ? Je le vois sur mon téléphone. Sa position n'a pas bougé depuis des heures. » « Capitaine, pourquoi Michael serait dans un centre de l'ICE ? Il est lieutenant. Il est citoyen. Ah, ça n'a aucun sens. » Rodriguez était déjà en mouvement. Denise l'entendit attraper ses clés, ses pas rapides. « J'y vais tout de suite. Je vais comprendre ce qui se passe et je vous rappelle immédiatement. »« S'il vous plaît, dépêchez-vous, » murmura Denise. « J'ai peur. »« Je vais le sortir de là, » promit Rodriguez. « Quoi que ce soit, je gère. » Il raccrocha et roula droit vers le centre de l'ICE, arrivant à 20h45. Rodriguez entra par les portes principales, en uniforme de capitaine, son badge bien visible. L'agent d'accueil leva les yeux. « Je suis le capitaine Rodriguez, police municipale, » dit-il fermement. « Je cherche l'un de mes officiers, le lieutenant Michael Johnson. J'ai des raisons de croire qu'il est détenu ici. » L'agent d'accueil était Kevin Torres, l'un de ceux qui avaient arrêté Johnson. Torres reconnut immédiatement le nom, et son visage resta parfaitement neutre. « On n'a personne ici à ce nom. » Rodriguez le fixa. « Vérifiez encore, lieutenant Michael Johnson. Il a été amené cet après-midi. » Torres fit semblant de regarder son écran. Personne de ce nom dans le système. Rodriguez sortit son téléphone et montra la carte. Le point de Michael clignotait depuis l'intérieur du bâtiment. Impossible. La localisation de son téléphone le place ici, maintenant. Il est forcément là. Torres ne regarda même pas. Notre système dit le contraire. Peut-être que la localisation est erronée. La colère monta. Son téléphone n'a rien d'erroné. Je sais qu'il est là. Faites-le sortir.
« Monsieur, je vous dis qu'on ne l'a pas », répondit Torres avec une indifférence travaillée. « Alors expliquez pourquoi son téléphone émet depuis votre bâtiment », répliqua Rodriguez. Torres haussa les épaules. « Je ne peux pas l'expliquer, mais on ne l'a pas. » Rodriguez se pencha. Sa voix devint froide. « Écoutez-moi très attentivement. Si vous retenez l'un de mes officiers sans motif, à vous créer un incident fédéral. J'appelle le FBI, j'appelle le ministère de la Justice, et j'appelle toutes les chaînes de cette ville pour leur dire que l'ICE fait disparaître des citoyens américains. Maintenant, revérifiez votre système et dites-moi la vérité. » L'assurance de Torres vacilla. Il jeta un coup d'œil vers le couloir des cellules, puis revint vers Rodriguez. Le capitaine ne bluffait pas, et Torres le savait. Si ça devenait médiatique, si le FBI s'en mêlait, si tout ce qu'ils avaient fait aujourd'hui serait exposé. Torres prit son téléphone et passa un appel rapide. Rodriguez ne pouvait pas entendre, mais il vit la posture de Torres passer de la défense à l'incertitude. Au bout d'une minute, Torres raccrocha. « Laissez-moi vérifier avec mon superviseur, » dit-il à voix basse. « Peut-être qu'une personne avec un nom similaire est entrée. » « Pas un nom similaire, » coupa Rodriguez. « Lieutenant Michael Johnson, mon officier, Jeanne disparu depuis 5 heures. » Torres disparut dans un bureau. Rodriguez resta au comptoir, les poings serrés. S'ils avaient fait du mal à Michael, Rodriguez s'assurerait que chacun paie. 5 minutes plus tard, Torres revint avec Derek Mitchell. Mitchell portait la même expression neutre, maîtrisée. « Capitaine Rodriguez, » dit Mitchell. « Il y a peut-être eu une confusion. On pourrait avoir quelqu'un correspondant à cette description en rétention. » Les yeux de Rodriguez se glacèrent. « Bon, pourrait. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. » Mitchell se tortilla. « Nous avons retenu quelqu'un plus tôt aujourd'hui pour suspicion de violation des lois sur l'immigration. La personne a affirmé être policière, mais nous devions vérifier. » « Pendant 5 heures, » claqua Rodriguez. « Il vous a dit qu'il était lieutenant. Il vous a montré son badge. Vous pouviez appeler le commissariat et vérifier en 5 minutes. À la place, il vous l'avait enfermé et vous avez prétendu qu'il n'existait pas quand je suis venu. » Mitchell n'eut rien à répondre. « Faites-le sortir, » ordonna Rodriguez. « Maintenant. » H. partie 3. La révélation. Ils firent sortir Michael Johnson 20 minutes plus tard, et le capitaine Rodriguez sentit la rage le submerger au moment où il vit son lieutenant. Johnson était toujours en civil, gants et t-shirt froissés, sale d'avoir attendu dans une cellule. Ses poignets portaient des marques rouges des menottes trop serrées. Ses yeux étaient épuisés, mais brûlaient de colère. 6 heures enfermé pour avoir fait le plein en tant que Français noir. « Lieutenant, ça va ?» demanda Rodriguez. La voix de Johnson sortit dure, contrôlée. « Ils m'ont arrêté à une station-service, capitaine, après que je leur ai montré mon permis et mon badge. Ils ont éteint leur caméra et m'ont dit que mon badge ne valait rien, parce que je suis un Français noir. Et puis ils m'ont jeté en cellule et ont refusé de vérifier mon identité, alors que je vous ai donné votre numéro direct. » Rodriguez se tourna vers Mitchell, un regard capable de faire fondre l'acier. « Vous avez arrêté un lieutenant après avoir vu ses papiers. » Mitchell tenta de garder son autorité. « Nous avions des soupçons raisonnables que son identification pouvait être frauduleuse. »« Frauduleuse ?» répéta Rodriguez lentement. « Vous avez cru que le badge officiel d'un lieutenant de police de votre propre ville était faux, donc au lieu d'un simple appel, vous l'avez retenu 6 heures. » Mitchell se tut. « Rendez-lui ses affaires, » ordonna Rodriguez. « Tout de suite, tout. » On rendit à Johnson un sac plastique contenant son téléphone, son portefeuille, ses clés, sa montre et son badge. Son téléphone affichait 43 appels manqués, la plupart de Denise, plusieurs de Rodriguez, quelques-uns d'autres agents. Et les mains de Johnson tremblèrent légèrement en remettant ses affaires dans ses poches. Rodriguez reconduisit Johnson chez lui, silencieux pendant les premières minutes. Puis, Johnson parla, la voix basse, remplie d'une fureur glacée. « Il savait exactement ce qu'il faisait, capitaine.
Ils ont regardé autour pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Ils ont attendu que je sois complètement seul. Puis ils m'ont encerclé et exigé des papiers comme si j'étais un criminel. Je leur ai donné mon permis. Ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Je leur ai montré mon badge. Ils l'ont regardé, ils ont vu que c'était réel et ils ont commencé à partir. Rodriguez écoutait, la mâchoire serrée. Leur caméra filmait leur départ. Continua Johnson. Professionnel, dans les règles. Puis tous les trois ont levé la main en même temps et ont éteint leur caméra. Je les ai vus. Ils ont éteint et ils sont revenus m'attaquer. Un Mitchell s'est collé à moi et m'a dit que je n'avais pas ma place parce que je suis noir. Ils ont dit que mon badge ne valait rien. Ils m'ont menotté, jeté dans leur véhicule et ils m'ont amené là-bas comme si j'étais un dangereux criminel. Ils ont éteint délibérément, murmura Rodriguez, la voix tendue. Ils savaient que c'était illégal, dit Johnson. Alors ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucune preuve. Ensuite, au centre, quand j'ai dit que j'étais lieutenant, et quand j'ai supplié qu'on vous appelle, ils m'ont ignoré. Ils m'ont retiré tout ce qui prouvait que j'étais flic et ils m'ont enfermé comme si je n'étais personne. Rodriguez se gara dans l'allée. Denise surgit de la porte et courut vers la voiture. Johnson sortit et sa femme le serra dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ?» demanda Denise. Johnson vit Maya dans l'embrasure, observant. Il vit Marcus Jr. derrière elle. Et comment expliquer à ses enfants que leur père, lieutenant, 17 ans à protéger les autres, avait été arrêté et mis en cage parce que 3 agents fédéraux avaient vu sa couleur de peau et décidé qu'il ne méritait pas la dignité. « Ça va », dit Johnson doucement, « mais on doit parler. » Dans la maison, Johnson s'assit avec Denise pendant que les enfants montaient. Il lui raconta tout, la station, l'encerclement, les papiers, les caméras éteintes, les mots racistes, l'arrestation, à la cellule, les 6 heures à être traité comme s'il était invisible. Denise écouta en pleurant. Quand Johnson termina, elle posa la question qu'il se posait depuis 6 heures. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Tu leur as montré ton badge. Pourquoi t'arrêter quand même ?» Johnson la regarda avec une expression qui portait 17 ans d'épuisement. « Parce que pour eux, je n'étais pas un lieutenant, » dit-il. « J'étais juste un Français noir. Et dans leur esprit, et ça suffisait à me rendre coupable de quelque chose. » Le lendemain matin, Rodriguez appela Johnson à 7 heures. « Je dépose une plainte officielle auprès de l'Office of Professional Responsibility de l'ISIS, mais Michael, je pense que tu dois parler à un avocat. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas seulement injuste, c'était criminel. » Johnson contacta une avocate en droit civique nommée Sarah Chen, l'une des meilleures de l'État. Elle écouta son récit, puis posa une question. « Est-ce que la station avait des caméras de surveillance ?» 2 jours plus tard, l'enquêteur de Chen récupéra les images. La vidéo muette montrait tout. Johnson seul en train de faire le plein. 3 agents arrivant et l'encerclant. Johnson montrant ses documents. Les agents partant. Puis les 3 levant la main simultanément vers leur caméra avant de revenir arrêter violemment Johnson. L'horodatage couvrait toute la scène. Johnson ne résista jamais, ne devint jamais agressif. Et il resta là pendant que 3 agents fédéraux détruisaient sa liberté. Chen assigna aussi les enregistrements des caméras piétons des 3 agents. Les images montraient bientôt Mitchell, Torres et Brennan approcher Johnson, exiger une identification. Johnson montrant son permis et son badge. Les agents examinant, puis s'éloignant. Les caméras captèrent leur départ parfaitement. 3 agents marchant vers leur véhicule. Incident résolu. Puis, les 3 vidéos coupèrent au noir à la même seconde. Et quand les caméras se rallumèrent 30 minutes plus tard, elles montraient les agents roulant sur l'autoroute, sans mention de Johnson. Aucun détenu dans le véhicule. Aucun rapport sur ce qui s'était passé pendant ces 30 minutes manquantes. Ils ont éteint, ils t'ont arrêté illégalement, puis ils ont rallumé et ont fait comme si de rien n'était, dit Chen. Ce n'est pas seulement du profilage racial, ajouta-t-elle. C'est une privation préméditée de droit, sous couvert de la loi. Si c'est un crime fédéral. Chen enquêta sur les antécédents des 3 agents. Derek Mitchell avait 11 plaintes en 6 ans pour profilage racial,
Kevin Torres en avait 7, Amanda Brennan en avait 5, 23 plaintes au total. Chaque plainte avait été classée par les superviseurs de l'ICE comme non fondée. Mais Chen trouva pire. Elle assigna les registres de détention de l'ICE sur les 2 dernières années et découvrit un schéma glaçant. Mitchell, si Torres et Brennan avaient effectué 41 contrôles d'immigration en 24 mois. 38 sur 41 visaient des personnes noires ou hispaniques. Seuls 4 contrôles sur 41 aboutirent à de réelles violations. Cela signifiait que 37 citoyens américains avaient été détenus, interrogés, puis relâchés. Chen en retrouva autant qu'elle put. 12 acceptèrent d'être interrogés. Les récits étaient similaires. Arrêtés en faisant des courses, arrêtés en marchant, arrêtés assis dans un parc. Une exigence de papier, détention pendant des heures, libération sans excuse, sans explication. La plupart avaient trop peur de se plaindre. Certains ne parlaient pas assez anglais. D'autres ne croyaient pas que ça changerait quoi que ce soit. Michael Johnson était simplement le premier à avoir assez de pouvoir pour se battre. H partie 4, les conséquences. Sarah Chen déposa une plainte fédérale pour violation des droits civiques 3 semaines après l'arrestation de Michael Johnson, en réclamant 11,9 millions de dollars de dommages et intérêts et demandant une enquête complète sur les pratiques de détention de l'ISIS. La plainte nommait Derek Mitchell, Kevin Torres et Amanda Brennan personnellement, ainsi que le gouvernement fédéral, pour n'avoir pas supervisé des agents avec des antécédents documentés de profilage racial. La vidéo de surveillance de la station devint publique quelques jours plus tard. Des chaînes d'information dans tout le pays diffusèrent en boucle la vidéo muette. 3 agents fédéraux encerclant un Français noir à une pompe. L'homme montrant ses documents, les agents partant, puis tous les 3 levant la main en même temps pour éteindre leur caméra avant de revenir arrêter violemment Johnson. La vidéo fut vue 50 millions de fois la première semaine. Au début, l'ICE tenta de défendre ses agents. Un porte-parole publia un communiqué affirmant que Mitchell, Torres et Brennan avaient suivi le protocole et avaient des soupçons raisonnables. Mais Chen publia alors les images des caméras piétons montrant le moment exact où les 3 vidéos coupèrent au noir simultanément. Et la défense de l'ISIS s'effondra. Il n'y avait aucune explication plausible pour que 3 agents entraînés éteignent tous leurs caméras au même instant, sauf s'ils savaient que ce qu'ils allaient en faire était illégal. Et le Department of Justice ouvrit une enquête criminelle contre les 3 agents pour privation de droit sous couvert de la loi. Un crime fédéral passible de 10 ans de prison. L'enquête s'étendit quand les recherches de Chen révélèrent la série de détentions abusives. Les enquêteurs du DOJ examinèrent chaque contrôle réalisé par Mitchell, Torres et Brennan sur 2 ans et conclurent qu'ils avaient systématiquement ciblé et détenu des citoyens noirs et hispaniques sans motif et les retenant des heures avant de les relâcher sans accusation ni documentation. L'enquête révéla quelque chose d'encore plus sombre. L'ICE opérait un système officieux de quotas, récompensant les agents pour un nombre élevé de détentions, même lorsque ces détentions n'aboutissaient pas à des expulsions. Mitchell avait les chiffres de détention les plus élevés de la région et était régulièrement félicité par ses supérieurs pour sa productivité. Personne n'avait jamais demandé pourquoi 91% de ces contrôles finissaient par la libération d'innocents. Les 3 agents furent licenciés en moins de 2 mois. Derek Mitchell, Kevin Torres et Amanda Brennan se virent retirer définitivement leur pouvoir de police fédérale. Ils ne pourraient ne plus jamais travailler dans les forces de l'ordre, nulle part aux États-Unis. Des poursuites pénales furent engagées contre les 3 pour violation des droits civiques. Mitchell risquait des chefs supplémentaires pour avoir dirigé la conspiration. Le gouvernement fédéral, face aux preuves de vidéos écrasantes et à la trace des plaintes ignorées, accepta un règlement amiable pour la totalité des 11,9 millions après 14 mois. C'était la plus grosse indemnisation pour détention abusive dans l'histoire de l'État. Dans l'accord,
l'ICE devait mettre en œuvre des réformes nationales d'ampleur. Les nouvelles politiques imposaient 40 heures de formation annuelle sur les biais raciaux à tous les agents. Les agents devaient disposer de motifs spécifiques, articulables, et d'une cause probable avant d'exiger des documents. Les caméras piétons ne pouvaient plus être éteintes pendant une action d'application, et tout agent surpris à manipuler sa caméra faisait l'objet d'un licenciement immédiat. Un conseil civil indépendant de supervision fut créé pour examiner les décisions de détention et enquêter sur les plaintes de profilage. L'accord imposait aussi à l'ICE d'auditer 5 années de registres de détention dans tout le pays. L'audit révéla des problèmes systémiques dans plusieurs régions. 89 agents, présentant des schémas similaires à Mitchell, furent identifiés. 67 furent forcés de démissionner. 22 firent l'objet d'enquêtes pénales. La vie de Derek Mitchell fut détruite. À 34 ans, il était devenu inemployable dans tout ce qui touchait aux forces de l'ordre ou au fédéral. Il prit un travail d'entrepôt à 14 $ de l'heure. Sa femme divorça après que la vidéo devint virale et qu'elle fut connue comme la femme de l'agent raciste de l'ICE dans leur communauté. Il perdit la garde de ses 2 enfants. La vidéo où on le voyait éteindre sa caméra et s'en prendre à un lieutenant le suivit partout. 5 ans plus tard, et il travaillait encore à salaire minimum, portant le poids d'être devenu le visage de la crise de profilage racial de l'ISIS. Torres et Brennan connurent des destins similaires. Divorcés, sans emploi dans leur domaine, travaillant dans la vente et le service. Marqués à vie par leur décision de participer à la détention illégale d'un homme innocent. Michael Johnson reprit le travail après 1 mois de congé lié au stress. Le département lui proposa un suivi psychologique, qu'il accepta. Et ses collègues se rassemblèrent autour de lui, portant des rubans bleus en signe de solidarité. 18 mois après son arrestation, Johnson fut promu capitaine, en reconnaissance de ses années de service et de son courage. Johnson utilisa une partie importante du règlement pour créer la Rights and Dignity Foundation, une organisation à but non lucratif offrant une aide juridique aux victimes du profilage d'immigration. La fondation aida plus de 200 personnes en 3 ans, et dont beaucoup des mêmes citoyens qui avaient été détenus par Mitchell, Torres et Brennan, mais qui étaient trop effrayés ou trop pauvres pour se battre. Johnson devint aussi conférencier national sur les droits civiques et la responsabilité policière. Il forma des services de police dans tout le pays sur les droits constitutionnels, les biais raciaux et l'importance de traiter chaque personne avec dignité, quelle que soit son apparence. Son affaire fut enseignée dans les facultés de droit comme un exemple emblématique de violation de droits civiques commise par des agents fédéraux. 5 ans après son arrestation, Johnson fut nommé Deputy Chief of Police. Il dirigea l'académie de formation et la division relations communautaires. Sa fille Maya avait maintenant 17 ans et voulait étudier la justice pénale. Son fils Marcus Jr. avait 14 ans et connaissait l'histoire de son père par cœur, pas comme une tragédie, mais comme la preuve qu'on peut se lever contre l'injustice. Derek Mitchell avait 39 ans, remplissait encore des rayons à 15 $ de l'heure, vivant avec la certitude que son racisme lui avait tout coûté et avait offert à Michael Johnson une tribune pour créer du changement. Les images des caméras montrant les 3 agents éteignant simultanément leurs enregistrements restèrent l'une des preuves les plus accablantes jamais captées de violation préméditée des droits civiques. Elles furent utilisées dans des formations fédérales, des auditions au Congrès et des séminaires sur les droits civiques, comme preuve que certains agents savent exactement quand ils s'apprêtent à franchir la ligne. La leçon coûta cher. 11,9 millions, 3 carrières détruites, 67 démissions forcées et une refonte complète des politiques de détention de l'ICE. Michael Johnson avait été arrêté pour avoir fait le plein en tant que Français noir. Mais son refus de se taire avait mis à nu un système qui enlevait et détenait des citoyens noirs depuis des années. La justice avait coûté près de 12 millions. Mais pour les 200 personnes aidées par la fondation de Johnson,
pour les milliers de citoyens qui ne seraient bien plus détenus illégalement grâce aux nouvelles politiques, et pour ses propres enfants qui apprirent que se battre contre l'injustice était possible, le prix en avait valu la peine. Si cette histoire vous a montré que même un badge ne vous protège pas du profilage, partagez-la avec quelqu'un qui doit comprendre que le changement n'arrive que lorsque les victimes refusent de rester silencieuses. Quelles autres réformes pourraient empêcher des agents fédéraux de cibler des citoyens à cause de leur couleur de peau? Dites-nous en commentaire. Et si vous pensez que personne ne devrait être arrêté pour avoir fait le plein en tant que Français noir, abonnez-vous. On vous apporte d'autres histoires où se lever pour la justice coûte tout, mais change le système pour toujours.